Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine, le monde continue à réagir à la vaste offensive de tarifs douaniers annoncée par Trump. Cette offensive rencontre une condamnation générale de la part des économistes sérieux qui soulignent en particulier l'absurdité des calculs utilisés. Les pays visés, quant à eux, hésitent entre des stratégies de négociation qu'ont ferait la Grande-Bretagne ou la riposte frontale qu'ont ferait la Chine. Mais aujourd'hui, je voudrais m'intéresser aux critiques venues de l'entourage de Trump. On a vu plusieurs personnes, dont, excusez du peu, Elon Musk, critiquer sa politique de guerre commerciale. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi Trump reste sourd à ces appels. Oui, cette politique commerciale annoncée est une question vraiment brûlante pour les oligarques autour de Trump, parce qu'on sait qu'ils ont perdu déjà beaucoup d'argent avec la chute des cours de la bourse depuis mercredi dernier, c'était le 2 avril, Liberation Day. Je vous donne les chiffres des pertes qu'ils ont encourues au lundi 7 avril. Les 500 personnes les plus riches du monde, c'est l'index de Bloomberg, ont perdu un total de 540 milliards de dollars en valeur nette la semaine dernière. Je vous donne juste les 4 personnes les plus riches du monde. On commence avec Bernard Arnault, il a perdu 11 milliards. Jeff Bezos, il en a perdu 23. Mark Zuckerberg, 27. Et on arrive à Elon Musk, qui lui a perdu 31 milliards de dollars en valeur nette la semaine dernière, au lendemain des annonces de Trump. Plus largement, Elon Musk a perdu 130 milliards de sa fortune depuis janvier. Ça, c'est les démocrates aux États-Unis et les Européens qui cessent d'acheter des Tesla. Mais bon, je vous rassure, Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde avec plus de 300 milliards de fortune personnelle. Vous me rassurez Laurence, j'étais à 2 doigts de lancer une cagnotte litchi. Mais enfin, tous ces braves gens commencent à trouver ça un peu salé et râlent contre Trump, non ? Et oui, surtout Elon Musk, qui a appelé samedi dernier à la création d'une zone de libre-échange entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Bon, on sait que pendant ce temps-là, Trump a mis un tarif de 20% sur toutes les importations de produits européens aux États-Unis, plus 25% sur l'acier et l'aluminium. Musk s'en est surtout pris, et ça fait la une des journaux, à Peter Navarro, qui est l'un des principaux conseillers de Trump sur ce sujet commercial, en disant en gros qu'il était complètement crétin. Je crois que vous avez parlé de Peter Navarro dans TTSO lundi. Oui, on a parlé de Peter Navarro, dont on a appris qu'il avait été recruté lors de la première campagne de Trump, parce que Trump n'avait pas de conseiller économique, par Jared Kushner, le gendre de Trump, qui était allé sur Amazon, avait regardé un peu les titres de livres d'économistes qui l'inspiraient, il en avait trouvé un contre la Chine, il avait chopé Peter Navarro, et depuis on a appris que Peter Navarro citait dans tous ses livres un grand expert qui s'appelait Ron Vara, et que Ron Vara n'existe pas, c'est juste une invention de Peter Navarro, et que c'est un anagramme de Peter Navarro. Donc on est dans le surréalisme et l'amateurisme trumpien complètement. En tout cas, Navarro s'est pas laissé démonter et il a répondu que Musk faisait passer ses intérêts industriels avant ceux des Américains que lui, Navarro, défend. Oui, alors on comprend que Musk défende ses intérêts particuliers, mais quelles sont les justifications que Navarro donne pour sa stratégie protectionniste ? Là, on est vraiment dans une vision politique, idéologique. Navarro, c'est un nationaliste et donc il est anti-mondialisation. C'est pour ça qu'il est protectionniste. Et si l'on regarde de plus près, il explique qu'il veut rétablir la justice économique pour les Américains oubliés, tous ces cols bleus des classes moyennes. Il veut même les venger. C'est en tout cas le terme de rétribution qui est employé par toute la sphère MAGA depuis des mois. C'est la ligne de Navarro, donc c'est aussi la ligne de J.D. Vance, le vice-président, et des MAGA trumpistes. Mais attention, ça se complique parce que ce protectionnisme est aussi défendu par la gauche radicale aux États-Unis. Bernie Sanders, par exemple, milite depuis très longtemps pour le retour des usines aux États-Unis, pour aider là aussi l'école bleue des classes moyennes. Il y a une sorte de convergence de Vance et Sanders, d'une certaine manière, de l'extrême droite avec l'extrême gauche. Et à l'heure actuelle, Trump est de leur côté. Mais c'est justement ça qui est très étonnant, parce qu'on pensait que Trump, c'était l'homme du profit, qu'il était intéressé avant tout par les dollars. Est-ce qu'il serait devenu subitement idéologue ? Oui, on a beaucoup parlé à propos de Trump de ses intérêts uniquement financiers. On parlait de capitalisme de connivence, d'un fonctionnement mafieux. Mais on doit constater aujourd'hui que Trump 2 est très différent de Trump 1, donc le premier mandat. À l'époque,
Il avait déjà parlé de protectionnisme, il avait lancé quelques mesures, mais il avait été beaucoup plus timide parce qu'il était cadré à l'époque par les libéraux républicains qui restaient encore autour de lui. Aujourd'hui, ces lieutenants sont tous sur la même ligne et l'encouragent pour réorganiser en profondeur le système économique et commercial mondial. On a déjà parlé du secrétaire au commerce Howard Lutnick, du secrétaire au trésor Scott Bessent. Il faut que je vous parle aujourd'hui du chef du Conseil économique de la Maison-Blanche, Stephen Miran, un théoricien qui a beaucoup écrit sur le sujet, notamment un manuel pour restructurer le système du commerce mondial. Vous pouvez aller le voir en ligne. Il y appelle à utiliser les tarifs douaniers, mais aussi à exiger des alliés qu'ils fassent des ristournes sur les remboursements des bons du Trésor américain. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est vraiment de l'extorsion. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est une dévaluation du dollar de manière à relancer la compétitivité américaine. Et est-ce que ce remède de cheval peut marcher? Ça me rappelle un petit peu le choc Volcker, du nom de ce patron de la Fed et de sa politique monétaire très restrictive du début des années 80. Oui, Volcker est une référence pour les MAGA aujourd'hui, en tout cas un exemple. Au début des années 80, il avait fortement augmenté les taux d'intérêt. À l'époque, il s'agissait de faire baisser l'inflation aux États-Unis. Ça avait provoqué une énorme récession aux États-Unis au début des années 80. Mais l'économie s'était ensuite rétablie et avait connu ensuite une très forte croissance pendant tout Reagan, toutes les années 80. Et surtout, à l'époque, cette récession de Volcker avait entraîné une transformation vraiment très importante du modèle économique mondial. C'était l'époque de la financiarisation de l'économie et de la désindustrialisation. Le grand projet de Trump aujourd'hui est similaire à celui-là parce qu'il veut à nouveau faire un énorme bouleversement dans le modèle économique mondial. Attention, un bouleversement qui vient à l'envers de celui des années 80 parce qu'il s'agit cette fois-ci au contraire de réindustrialiser les États-Unis. Et alors comment il va s'y prendre? Pour l'instant, Trump est absolument droit dans ses bottes et ne veut pas revenir en arrière sur ses tarifs douaniers. En face, on a la Chine qui est quand même le partenaire numéro 1 des États-Unis, une énorme puissance économique et qui riposte très fermement. On va être dans les semaines qui viennent dans une situation de duel entre l'administration Trump d'un côté, la Chine de l'autre. Qui va baisser les yeux en premier ? Oui, c'est une question cruciale, en effet, mais je voudrais revenir à une autre question tout aussi importante. Pourquoi est-ce que Trump a à cœur d'aider les Américains moyens et non pas ses amis oligarques? Et oui, l'habitude qu'il nous a donnée, c'était qu'il aidait toujours les plus riches autour de lui. Mon interprétation, c'est que Trump est dans son second mandat et ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la marque qu'il va laisser dans l'histoire et la manière dont il va pouvoir ou non appliquer son grand projet transformationnel pour les États-Unis. J'en veux pour preuve le fait, et alors c'est pas anecdotique du tout, qu'il veut que son visage soit gravé dans le mont Rushmore. Le mont Rushmore, c'est cette montagne dans laquelle sont sculptés en taille XXL les visages de 4 présidents, je ne sais pas lesquels, vous allez me le dire, Laurence, et qu'on voit dans la scène finale, vous vous souvenez du film d'Hitchcock, La mort aux trousses? Oui, le mont Rushmore, c'est vraiment très significatif pour Trump. Les 4 présidents, alors je vous le dis, c'est Washington, donc le héros de la création des États-Unis, Jefferson, qui a réalisé l'achat de la Louisiane au début des années 1800. Le 3e, c'est Abraham Lincoln, le président républicain qui a aboli l'esclavage au terme de la guerre de sécession. Et puis enfin, Teddy Roosevelt, président républicain aussi, très impérialiste, le successeur de McKinley, qui est le héros de Trump. Absolument. Alors, je résiste pas à vous dire que le mont Rushmore a été sculpté par un artiste qui s'appelle Gutzon Borglum dans les années 1930 et que c'est la grande attraction touristique du Dakota du Sud, peut-être la seule attraction touristique de cet État rectangulaire au milieu du Midwest. Eh bien, à l'été 2020, après un discours de campagne devant le mont Rushmore, Trump avait tweeté qu'ajouter son visage serait une bonne idée. Concrètement, c'est envisageable ? Le 28 janvier dernier, 2025, une élue de Floride républicaine qui s'appelle Anna Paulina Luna a déposé un projet de loi proposant d'ajouter le visage de Trump sur le mont Rushmore et si possible en 2026 parce que ce sera l'anniversaire, les 250 ans de la déclaration d'indépendance 1776. Alors, on va voir ce qui se passe. Le mont Rushmore est quand même controversé parce que il est établi sur les terres sacrées des Sioux Lakota.
Ouais, enfin, on peut douter que la défense des Amérindiens soit une priorité pour Donald Trump. Quittons le Dakota du Sud et revenons à Washington. On doit quand même constater que les initiatives de Trump 2 en matière d'économie et de politique commerciale sont très différentes par rapport à celles de Trump 1. Est-ce qu'on peut dire qu'il est également très différent dans sa politique étrangère, puisqu'il appelle là aussi à une mutation du système international ? Oui, on peut faire un parallèle entre les volontés transformationnelles de Trump sur l'économie et sur la géopolitique. On est passé d'un nationalisme de retrait pendant le premier mandat de Trump à un projet beaucoup plus ambitieux cette fois-ci, impérialiste, avec au passage une transformation du système international, la fin du multilatéralisme, l'établissement de sphères d'influence régies par la loi du plus fort, c'est ça qui est vraiment frappant, un Trump qui renoue enfin avec la Russie, qui humilie Zelensky. C'est le moment de dire que, sur le plan géopolitique, Trump veut le prix Nobel de la paix. Alors, est-ce que ce sera plus facile que le Mont Rushmore ? On verra bien. Mais pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, Romain, je voudrais dire que ce qui définit Trump 2 par rapport à Trump 1, c'est la mise en place vraiment de politiques très ambitieuses et qui auront, si elles fonctionnent, un effet transformationnel pour le monde entier. Autant vous dire que pour suivre cette transformation du monde, vos lumières seront importantes, Laurence. Importantes au point que je proposerai moi-même que votre tête soit gravée au Mont Rushmore à côté des présidents. Ça me semble être le moins qu'on puisse faire. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.